Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article qui vise à vulgariser des recherches scientifiques qui peuvent avoir des implications pratiques pertinentes. Et dans cet article qui a été publié en 2007 dans Organization Science, on soulève une question essentielle dans le domaine de la gestion environnementale. Dans quelle mesure les pratiques de gestion environnementale sont-elles vraiment intégrées dans les activités quotidiennes de l'organisation? En d'autres termes, dans quelle mesure ces pratiques sont-elles réellement mises en place ou constituent-elles plutôt une sorte de façade qui sert à montrer la légitimité sociale de l'organisation auprès des parties prenantes? Pour commencer, l'article met en perspective les différents types de motivations qui conduisent les entreprises à adopter des systèmes ou des pratiques de gestion environnementale, et il fait notamment la distinction entre des motivations internes qui semblent au départ légitimes, puisqu'il s'agit finalement d'améliorer les pratiques, d'améliorer les performances à travers la mise en œuvre de politiques, de plans, de mécanismes de formation, etc. Et le deuxième type de motivation sont des motivations externes qui visent à améliorer l'image, la reconnaissance, la réputation de l'entreprise auprès des différentes parties prenantes, donc le public, les clients, etc. Et la notion de mythe rationnel qui est définie dans cet article fait référence à la dissociation entre ces deux types de préoccupations, puisqu'il s'agit en quelque sorte de mettre en place de façon superficielle, de façon symbolique, des systèmes, en l'occurrence des systèmes pour gérer l'environnement, dans le but finalement d'améliorer l'image de l'organisation, de la rendre plus légitime, plutôt que d'améliorer vraiment les performances, d'améliorer les pratiques internes. Et pour explorer ces mythes rationnels, l'article étudie plus particulièrement la norme ISO 14001, qui est un système de gestion environnementale qui peut être audité, vérifié, certifié par des vérificateurs externes et qui repose sur un certain nombre de bonnes pratiques de gestion environnementale. Et il se prête bien à l'analyse des mythes rationnels parce que ces normes peuvent être mises en place pour améliorer les pratiques, mais aussi pour améliorer l'image, la reconnaissance de l'organisation à travers le processus de certification. L'étude empirique sur laquelle repose l'article s'appuie sur des études de cas, en l'occurrence 9 études de cas dans différentes entreprises manufacturières et industrielles, des études de cas qui ont reposé essentiellement sur des entretiens individuels. On a réalisé au total 82 entretiens individuels, donc c'est une étude qualitative, il ne s'agit pas de mesurer mais de comprendre. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps de faire ce genre d'études de cas que d'envoyer des questionnaires par la poste ou par Internet, et c'est une étude qui à l'époque a été subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Alors les principaux résultats de l'étude ils sont résumés dans le modèle que vous voyez apparaître à l'écran, un modèle qui repose sur les deux dimensions que j'ai précédemment exposées, à savoir l'intensité des pressions externes, des pressions institutionnelles pour la mise en place de systèmes de gestion environnementale, et d'autre part sur l'intégration, l'internalisation de ces pratiques à l'intérieur de l'organisation. Une internalisation qui évidemment peut être plus ou moins grande, tout comme les pressions externes. Et donc ce modèle permet d'analyser, de faire une typologie finalement des principaux types d'intégration ou d'adoption de la norme ISO 14001. Le premier type, le plus fréquent, c'est une intégration symbolique, rituelle, qui se retrouve dans 4 des 9 cas analysés. Et donc dans cette logique-là, la norme a clairement un objectif d'abord et avant tout, je dirais, marketing, d'amélioration de l'image de l'organisation, mais le système ISO 14001 n'est pas vraiment intégré dans les pratiques quotidiennes. La deuxième configuration est une intégration mobilisatrice qu'on retrouve dans deux organisations. Et donc là, c'est un peu une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la norme donne des résultats positifs tant au niveau des pratiques internes que au niveau de la réponse aux pressions externes et amélioration de l'image de l'entreprise. La troisième configuration est la plus rare, c'est une intégration que j'appelais proactive, dans laquelle finalement la mise en œuvre de la norme
à reposer finalement sur un souci d'amélioration des pratiques et pas du tout sur un souci de répondre à des pressions externes, améliorer l'image de l'entreprise, etc. Et enfin, on a vu également deux cas d'intégration qu'on appelait découplés, dans laquelle il n'y avait ni une réelle intention de répondre à des pressions externes, et en plus, la norme n'avait pas non plus donné des résultats satisfaisants en interne, n'était pas vraiment intégrée, internalisée dans les pratiques. En fait, c'est des entreprises qui étaient plus sur la voie de la décertification. Évidemment, pour chacune de ces configurations, l'article donne de nombreuses citations, de nombreux exemples pour illustrer un petit peu les caractéristiques de chaque type. En conclusion, je dois dire que cet article est actuellement celui qui a été le plus souvent cité parmi les articles que j'ai rédigés, probablement en raison de la revue Organization Science, qui est très prestigieuse dans notre domaine de management. Et malheureusement, il est très souvent mal cité, puisque il est souvent associé à une démonstration que finalement ISO 14001, ce n'est qu'un mythe rationnel, alors que pas du tout. L'article montre que certes, dans 4 des 9 cas étudiés, il y a des logiques de mythe rationnel et d'intégration rituelle de la norme qui s'appliquent, mais il y a aussi d'autres configurations possibles qui sont illustrées, et surtout l'article montre pourquoi certaines entreprises réussissent l'adoption de la norme alors que d'autres moins, pourquoi dans certains cas on aboutit à ce qu'on appelait un mythe rationnel, et donc l'article donne aussi un certain nombre de recommandations aux dirigeants pour que cette norme soit vraiment au service de l'amélioration des pratiques et des performances, puisque c'est normalement son objectif principal. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve tout au début de la description de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver assez facilement sur Google, de même que d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation.